La question est pertinente parce que non seulement elle est fondée, mais elle est d'actualité. Et ce n'est que la continuité de ce que nous, religieux, nous avions déjà dénoncé il y a quelque temps. Premièrement, la dépénalisation de l'adultère pour laisser la liberté à chaque femme ou à chaque homme et de ne pas être convaincu du péché, c'est-à-dire le péché d'infidélité. Or, l'éthique protestante, la doctrine chrétienne demande que dans un couple, il y ait plus de fidélité mutuelle. Deuxièmement, la dépénalisation de l'homosexualité. Ça veut dire que plutôt que cela soit un simple geste, ça doit être juste un simple geste, considérer l'homosexualité comme une pratique normale et que, en principe, ni les conventions sociales ni la société ne devraient en aucun cas réprimer cet acte avant qui était tout à fait ignoble, mais qu'on doit considérer aujourd'hui comme un acte normal. Ça veut dire que sur le plan pénal, nous n'avons rien à dire. C'est-à-dire, on n'a pas à condamner les homosexuels ni à leur demander quoi que ce soit. Et le troisième acte ici, après l'adultère, après l'homosexualité, c'est la manière dont on va tordre le sens d'égalité. Parce que lorsqu'on parle d'égalité du point de vue biblique, on vous dit d'ailleurs que Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa mâle et femelle, c'est la première chose. Et la deuxième chose dans le récit de la création, on vous dit qu'il tira par la côte de l'homme pour refaire la femme. Et ça, c'est en termes de complémentarité. Puisque cela a été fait à la demande de l'homme pour dire que il n'est pas complet, il faut nécessairement cette complétude. C'est à ce niveau que Dieu a répondu à la demande de l'homme pour lui donner la femme, en le faisant d'abord dormir, et puis il est devenu côte, os de ses os et côte. Ça veut dire que il n'y a pas seulement de rapport d'égalité, mais il y a aussi un autre rapport, c'est la complémentarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hommes et femmes, c'est comme deux ailes d'un albatros, d'un oiseau, qui font l'équilibre de l'humanité. Autrement dit, si l'humanité voudrait se développer, voudrait progresser, ça ne saurait se faire uniquement avec le genre masculin. Il faut nécessairement que et les hommes et les femmes construisent ensemble la société. Maintenant, la confusion et l'amalgame qui est entretenu par les textes de loi aujourd'hui voudrait faire croire que si on enlève la notion d'autorité à l'homme et qu'on confie à la femme, car ça permettrait nécessairement l'équilibre. Effectivement, il y aura des équilibres quelque part. Pourquoi? Parce que, d'une part, le mari, l'homme est le chef de la famille. Ça ne veut pas dire que lorsque l'homme dirige la famille, qu'il n'a pas à s'appuyer sur le travail de la femme, le consentement de la femme ou les grandes orientations que pourrait donner la femme. La notion de chef veut dire que trancher un dernier ressort après avoir consulté la femme. Or, aujourd'hui, lorsque nous mettons en place un texte de loi, ce texte de loi doit d'abord s'appuyer sur la culture locale, sur le background culturel. Est-ce que dans nos cultures africaines, gabonaises, une telle attitude est possible? Nous pouvons être femmes, nous pouvons être nzébi, nous pouvons être miennes, et ainsi de suite. Je ne vois en aucun cas dans une ethnie du Gabon cette attitude rendue possible, dans ce sens que c'est la femme qui décide en dernier lieu. C'est la première chose. Deuxièmement, nous sommes de tradition, je dis religieuse. Quelles que soient les religions que nous avons au Gabon, que ce soit des religions locales, que ce soit des religions importées, je ne vois en aucun cas la femme décider en dernier ressort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mauvaise compréhension des droits que nous voulons au niveau des femmes, au niveau des droits des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mauvaise compréhension une confusion, cet amalgame que l'on entretient dans les droits des femmes et dans l'égalité homme-femme. C'est pour dire que je pense et je trouve que, premièrement, si on met le problème sur le tapis, actuellement au niveau de l'Assemblée, moi je ne doute pas que ce texte va être voté d'une manière mécanique. Ça, ce n'est pas le problème, puisqu'ils ont l'habitude de faire ce forcing. Ils ont l'habitude de faire ce forcing. Je ne doute pas que ça ne va pas être voté, mais nous ne faisons qu'attirer l'attention des décideurs, des dirigeants aujourd'hui, pour dire que, en fait, les lois qu'ils prennent, ces lois-là, est-ce que ça cadre avec le contexte local?
avec le contexte culturel, avec les religions que nous avons qui prônent non seulement l'égalité, mais la compréhension, c'est-à-dire d'une manière consensuelle. Est-ce qu'il faut nécessairement inscrire dans les textes de loi que désormais c'est la femme qui va être chef de famille? Je sais qu'à certains égards, la femme peut devenir chef de famille lorsque non seulement on perd le mari, ou que la femme arrive, ou que l'homme se retrouve dans une situation de déficience, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Ça, la femme peut prendre le relais par rapport à la femme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont mesuré les conséquences pour donner à la femme la possibilité de prendre des décisions en dernier recours? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'ils ont mesuré les conséquences dans ce sens que, par exemple, au niveau de la mutualisation des moyens, est-ce que les moyens, on va encore regarder les moyens de l'homme uniquement, ou bien on devra regarder aussi les moyens de la femme? Ça veut dire que l'égalité devrait faire en sorte qu'on produise d'autres textes de loi pour permettre à ce qu'on arrive aussi à mutualiser les moyens financiers. Et que ces moyens-là, en comptabilisant les moyens de la femme et les moyens de l'homme, c'est ce qui doit construire le foyer. Est-ce qu'on a regardé tout cela? La dernière chose, c'est en termes d'appartenance. Est-ce qu'on peut, le père qui est géniteur des enfants, il a donné des enfants avec la femme. Est-ce qu'on devra, en même temps que les enfants doivent porter le nom du père, est-ce que les enfants devront aussi porter le nom de la mère? Vous voyez, ce sont des problèmes que ça va soulever. Et c'est pourquoi j'avais attiré l'attention de nos gouvernants, de nos législateurs, de ne pas faire le copier-coller. Parce que le contexte occidental n'a rien à voir avec le contexte africain, qui est le nôtre. Donc, lorsqu'on veut s'inscrire dans une logique mondiale, en termes de globalisation, je sais que l'idéologie qui sous-tend de telles actions vient d'un courant qu'on appelle le New World Order, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, qui voudrait à tous les niveaux intégrer sur le volet juridique tous les différents pans pour casser la cellule familiale. Je ne veux pas relever tout ce que nous avons déploré sur le plan religieux, mais on a comme l'impression que nous sommes en présence d'un athéisme, pas seulement vulgaire, mais un athéisme qui ne dit pas son nom, où on appelle ça l'antinomisme. C'est-à-dire, on met des lois, lesquelles lois contrastent, lesquelles lois contredisent, lesquelles lois sont en rébellion par rapport aux lois divines, aux lois qui fondent la société, lesquelles lois mettent en péril les différentes valeurs, les valeurs nobles, les valeurs culturelles, les valeurs, qu'elles soient religieuses ou pas, mais ces valeurs sociales-là qui fondent la stabilité de toute société. Voilà le problème qui se pose avec la famille. C'est la famille qui se trouve aujourd'hui touchée. Ça veut dire qu'on tape, dans cette stratégie-là, on tape effectivement dans quelque chose qui va porter des fruits pour complètement mettre l'humanité dans une situation de crise, de désordre. On appelle ça tohu bohu. C'est un désordre indescriptible. Et là, effectivement, nous arrivons dans une société, quand on dit qu'elle soit plus humaine, mais elle sera inhumaine, c'est-à-dire un monde sans cœur, sans pitié. Quand on pense que ce sera une société hautement humaine, mais ce sera une société infra-humaine, c'est-à-dire qui va rabaisser l'homme plutôt que de l'élever.